Hardy est devenue célèbre en chantant une pop légère et insouciante avant de prendre le contrôle de sa carrière, de fréquenter l'aristocratie rock des années 60 et de devenir une auteure-compositrice-interprète sophistiquée d'une sensualité et d'une mélancolie rare. OUIE accent aigu était la réponse française au rock'n'roll, de jolies jeunes chanteuses, presque toutes des femmes, interprétant une légère adaptation francophone de la musique américaine avec des paroles sur les préoccupations des adolescents. Et à première vue, Françoise Hardy, 18 ans, était l'incarnation même de la fille yéyé. Elle était d'une beauté saisissante, j'étais passionnément amoureux d'elle, se souvient David Bowie des décennies plus tard, tous les hommes du monde, et un certain nombre de femmes, l'étaient aussi. Elle n'a jamais quitté les ondes de la première émission de radio Yéyé de France, Salut les copains, et n'a jamais quitté les pages du magazine qui l'accompagne. Son premier succès fut Tous les garçons et les filles, au son tout à fait innocent, une version vaporeuse d'une ballade rock'n'roll. Mais il s'est avéré que Hardy était un autre type de fille yéyé. D'une part, elle a écrit son propre matériel, comme son idole, la chansonnière vêtue de noir Barbara. Évitant les tentatives gauches des auteurs-compositeurs professionnels français d'imiter le rock'n'roll américain ou de traduire ses paroles, 10 des 12 titres de son premier album étaient ses propres compositions, écrites avec l'arrangeur Roger Samine. C'était une situation extraordinaire pour la musique pop en 1962. L'année suivante, les Beatles, le groupe généralement reconnu pour avoir cimenté l'idée que les artistes pouvaient écrire leur propre matériel plutôt que de s'appuyer sur des reprises, sortaient leur premier album, avec seulement plus de la moitié de son contenu est écrit par Lennon et McCartney. Les chansons de Hardy étaient invariablement mélancoliques, ce qui avait peut-être quelque chose à voir avec son enfance malheureuse. Son père, largement absent, a été enfermé et est finalement décédé, croyait Hardy, après avoir été agressé par un garçon de location. Sa sœur souffrait de maladie mentale et s'est suicidée en 2004. Hardy semblait au mieux méfiante quant au succès commercial et à la célébrité. Contrairement à ses pères pétillants, la tristesse semblait s'échapper d'elle, peu importe la légèreté des arrangements, sa voix apportait une certaine tristesse glaciale à ses sorties. Hardy en est venu à trouver les arrangements également problématiques, déclarant plus tard détester la musique qui l'a rendu célèbre. J'avais de si mauvais musiciens, un si mauvais producteur. Je pensais que ces enregistrements étaient terribles. Elle a pris le contrôle de ses propres sessions, transférant les opérations au célèbre studio Marble Arch de Pye Records et s'entourant des musiciens de session les plus en vogue de Londres, parmi lesquels le futur guitariste de Led Zeppelin, Jimmy Page. Son futur compagnon de groupe, John Paul Jones, a suscité la colère de Hardy en tentant de rendre ses arrangements plus gaulois. Il va sans dire que ce n'était pas ainsi que les filles yéyé étaient censées se comporter. Ils étaient censés être de jolis mais souples réceptacles pour les auteurs-compositeurs masculins plus âgés, témoin la pauvre et innocente adolescente France Gall, involontairement trompée en chantant sur les pipes par le sale vieux Serge Gainsbourg dans Les Sucettes, 1966. Mais si les premiers enregistrements de Hardy étaient d'un charme mélancolique, la musique qu'elle a composée après avoir pris les commandes était autre chose. Ces albums du milieu des années 60, pour une raison quelconque, ils s'intitulent presque tous Françoise Hardy, sont des confections pop fabuleuses et sophistiquées qui oscillent entre des ballades magnifiquement orchestrées et des expérimentations avec du folk rock tintant à 12 cordes, de la pop baroque ornée de clavecins et, occasionnellement, guitare floue. Un single en anglais, All Over the World, figurait dans le top 20 britannique en 1965. Le fait que Hardy n'ait pas fait plus d'impression dans les charts ici en dit plus sur la façon dont le public a eu du mal à se connecter avec quelque chose qui n'était pas chanté en anglais que la qualité de son travail. Elle évolue néanmoins parmi l'aristocratie rock des années 60. Ce serait bien de penser qu'ils ont reconnu quelqu'une coupée du même tissu révolutionnaire, mais il est difficile d'éviter l'impression que son apparence éclipsait parfois son talent. Comme pour prouver le point de vue de Bowie, Bob Dylan a écrit des poèmes amoureux sur elle et Mick Jagger l'a déclaré sa « femme idéale ». Hardy a facilement fait la transition vers l'ère des auteurs-compositeurs-interprètes de la fin des années 60, reprenant Suzanne de Leonard Cohen sur Comment te dire adieu de 1968, avec une certaine fatalité. Son titre original était Françoise Hardy, un album auquel Gainsbourg a également contribué 2 chansons particulièrement belles, la chanson-titre étonnamment effervescente et le magnifique Elle en amour. Mais c'est son album de 1971, toujours intitulé Françoise Hardy mais connu des fans sous le nom de La Question, qui s'avère être son chef-d'œuvre.
Une collaboration avec l'auteur-compositeur-interprète brésilien Tuca, c'était clairsemé et onirique, son son se situant quelque part entre folk, jazz et bossa nova, ses paroles haletantes traitant à la fois du suicide et de la sensualité. Ce n'est pas exactement un domaine très contesté, mais Mère pourrait bien être la chanson la plus somnolente et érotique jamais enregistrée sur le suicide. Elle a ensuite travaillé avec la crème de la scène folk-rock londonienne, notamment Richard Thompson, en enregistrant une version époustouflante du vénéré groupe acid folk Trees The Garden of Jane Delaunay. Dans l'une des grandes hypothèses de l'histoire du rock, le producteur de Fairport Convention, Joe Boyd, a tenté de la mettre en contact avec un autre de ses protégés. Nick Drake. Hardy était un grand fan de l'auteur-compositeur-interprète alors largement ignoré, mais leur projet de faire un album ensemble a échoué lorsqu'ils se sont rencontrés. Le terriblement timide Drake est venu au studio où Jane enregistrait à Londres, et il s'est assis dans le coin, presque caché, et il n'a jamais dit un mot, se souvient Hardy. J'étais tellement admiratif pour son travail que je n'ai pas osé dire quoi que ce soit, et il n'a pas osé dire quoi que ce soit. Ses albums ultérieurs étaient riches et d'une diversité impressionnante. Elle était aussi capable d'essayer une version gauloise du country rock sur l'album de 1972 Françoise Hardy, alias Et si je m'en vais avant toi, qu'elle s'occupait de funk jazzy suprêmement cool sur Gin Tonic, 1980, ou, peut-être de manière plus inattendue surtout du rock alternatif grunge, Le Danger, 1996. Ce ne sont pas des albums très connus au Royaume-Uni, la réévaluation anglophone des artistes français dans les années 90, qui a vu Gainsbourg passer d'un artiste nouveau à une figure à juste titre vénérée, semblait s'arrêter avant l'œuvre de Hardy, mais il mérite de l'être. Et Hardy avait clairement ses admirateurs en dehors du monde francophone. Blur a collaboré avec elle sur une version de To the End, rebaptisée la comédie. Iggy Pop aussi, sur une reprise de 2000 du standard American Songbook I'll Be Seeing You. Tout le monde, de Cat Power à Weezer, l'a saluée comme une influence. Elle est restée une figure résolument inclassable jusqu'à la fin. Son dernier album avant que des problèmes de santé ne l'obligent à se retirer de la musique, Personne d'autre en 2018, l'a trouvé en train d'écrire des paroles en français sur la musique du groupe indépendant finlandais Poets of the Fall et d'affronter de front la mortalité. On pouvait à peu près l'imaginer chanter la mélodie d'un de ses morceaux, Train Special, comme une chanson yéyé d'une autre époque, mais ses paroles traitaient de la mort imminente. Ce qu'une personne chante est une expression de ce qu'elle est, a-t-elle déclaré à l'Observer au moment de sa sortie. Heureusement pour moi, les plus belles chansons ne sont pas des chansons joyeuses. Les chansons dont nous nous souvenons sont des chansons tristes et romantiques.